Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023. Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe-2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres, soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes, et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable. C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à 10 000 $. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon, le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité, autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale.
nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir. Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social, probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous. Des astronomes viennent d'annoncer qu'ils pensent avoir trouvé des signes de vie sur une planète située en dehors de notre système solaire. Ce monde lointain, baptisé K2-18b, se trouve à environ 124 années-lumière, dans la constellation du Lion. De quel type de vie s'agit-il? De petits hommes verts? De créatures tentaculaires aux allures de pieuvres? Eh bien, pas exactement. Commençons par définir ce qu'est la vie. C'est ce qui distingue les animaux et les plantes de la matière inorganique, comme la capacité de croître, de se reproduire et de changer. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour soutenir la vie? Si vous pensez à l'eau, vous avez raison. Les scientifiques pensent que K2-18b pourrait être recouverte d'océans, et si c'est le cas, elle pourrait abriter de minuscules formes de vie, des sortes de microbes. Des chercheurs britanniques et américains ont utilisé le télescope spatial James Webb pour observer l'atmosphère de cette planète. Ils ont trouvé des traces de deux substances chimiques très particulières. Sur Terre, seuls les êtres vivants peuvent produire ces substances. Et les êtres vivants dont je parle sont principalement de minuscules plantes océaniques appelées phytoplancton. En résumé, cette planète pourrait bien abriter des formes de vie sous forme d'algues. Bien sûr, les scientifiques ont encore besoin de preuves solides avant de se réjouir. Nous devons garder à l'esprit qu'il est possible que ces composés chimiques aient été créés par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Pas nécessairement par des êtres vivants, mais tout de même. K2-18b est une planète imposante. Elle est plus de 8 fois plus lourde que la Terre
et environ 2,5 fois plus grande. Ce qui la rend encore plus intéressante, c'est qu'elle se trouve dans la zone habitable, autour de son étoile. Cela signifie qu'il n'y fait ni trop chaud, ni trop froid. Juste ce qu'il faut pour que l'eau liquide puisse exister. Ce qui est essentiel à la vie, telle que nous la connaissons. Les astronomes étudient les planètes lointaines comme celle-ci en observant les variations de la lumière lorsqu'elles passent devant leur étoile. Cela leur permet de déterminer quel type de gaz se trouve dans leur atmosphère. En 2023, le télescope spatial James Webb a détecté du méthane et du dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète dont nous parlons. Il s'agit de molécules à base de carbone, et c'était la première fois qu'elles étaient détectées sur une planète située dans la zone habitable d'une étoile. Les scientifiques ont également détecté le faible signal d'une substance chimique appelée DMS, qui est principalement produite par de minuscules organismes marins ici sur Terre. Ils ont donc de nouveau pointé le télescope vers la planète, en utilisant cette fois-ci un instrument capable de capter davantage de détails lumineux. Et ils ont trouvé des signes beaucoup plus nets de DMS et de certains composés chimiques apparentés. Cependant, ces signaux ne sont pas encore assez puissants. Ils n'ont pas atteint le niveau 5 sigma, un paramètre utilisé par les scientifiques pour confirmer leur découverte. De plus, même si ce DMS est bien présent, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y a de la vie. Les scientifiques ont déjà trouvé du DMS sur une comète. Cela signifie qu'il peut être produit sans qu'aucune forme de vie n'intervienne dans le processus. Et pourtant, la quantité de cette substance sur K2-18b semble bien supérieure à tout ce qui a été observé sur Terre. C'est pourquoi certains astronomes sont convaincus qu'il provient d'un organisme. K2-18b est l'une des principales candidates pour ce que les scientifiques appellent une planète-océan. Ce terme désigne un monde vaste et aquatique doté d'une atmosphère riche en hydrogène. Ce n'est pas le genre d'endroit où vivraient des civilisations extraterrestres comme dans les films. Mais il pourrait abriter de minuscules formes de vie, comme les microbes qui peuplèrent les océans de la Terre il y a des milliards d'années. Une fois encore, tout le monde ne s'accorde pas sur le caractère réellement hospitalier de K2-18b. Certains scientifiques pensent également que les planètes de ce type sont peut-être trop proches de leur étoile pour conserver de l'eau à l'état liquide. K2-18b orbite autour de son étoile tous les 33 jours, ce qui est assez rapide, et pourrait signifier qu'il y fait trop chaud. C'est pourquoi certains experts affirment que même si la planète contient de l'eau, celle-ci pourrait être en ébullition. Ou peut-être ne s'agit-il pas d'eau, mais d'océans de lave. Cependant, la plupart des scientifiques s'accordent sur un point. Il convient d'attendre et de voir. Avec seulement 16 à 24 heures supplémentaires d'observation au télescope, les astronomes pourraient enfin confirmer ce qu'ils ont vu. Cela pourrait se produire dans les prochaines années. Et même s'il s'avère que K2-18b n'est pas le monde que nous recherchons, nous nous en approchons. Grâce à des télescopes puissants comme James Webb et à d'autres qui verront le jour à l'avenir, nous pourrions être en mesure de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. Parallèlement, certains endroits de notre propre système solaire, comme Mars, Vénus ou Encelade, la lune de Saturne, pourraient offrir de bonnes conditions pour le développement de la vie. Nous pourrions également continuer à explorer d'autres mondes prometteurs, comme Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche que nous connaissons. Elle se trouve à seulement 4,25 années-lumière de nous, et orbite autour d'une petite étoile appelée Proxima Centauri, dans sa zone habitable. Cette planète est un peu plus grande que la Terre, ce qui en fait une super-Terre. C'est ainsi que nous appelons les exoplanètes plus grandes que la nôtre, mais beaucoup plus petites que les géantes gazeuses comme Neptune ou Jupiter. Proxima Centauri b est un monde qui se déplace rapidement. Il ne lui faut que 11 jours pour faire le tour de son étoile. Les scientifiques pensent que Proxima Centauri b pourrait avoir une surface rocheuse, ce qui est un signe encourageant pour la présence éventuelle de formes de vie. D'un autre côté, son étoile l'expose à un rayonnement ultraviolet intense. Celui-ci a peut-être déjà détruit son atmosphère, si tant est qu'elle ait jamais existé. L'habitabilité de ce monde reste donc une grande inconnue. Nous avons ensuite TRAPPIST-1e, une autre planète prometteuse similaire à la Terre. Elle fait partie des 7 planètes rocheuses qui orbitent autour d'une petite étoile froide appelée TRAPPIST-1, située à environ 39 années-lumière. Découverte en 2017, elle pourrait être l'un des endroits les plus prometteurs pour découvrir de la vie en dehors de la Terre. Cette planète est en réalité un peu plus petite que la Terre, avec une masse équivalente à environ la moitié de celle de notre planète. Elle effectue une orbite autour de son étoile en seulement 6,1 jours, ce qui est extrêmement rapide par rapport à nos 365 jours. La taille et la densité de la planète suggèrent qu'elle possède une surface rocheuse,
ce qui est un autre facteur clé lorsqu'on parle d'habitabilité. Même si TRAPPIST-1e est très proche de son étoile, celle-ci est assez faible et froide, de sorte que la planète pourrait avoir un climat stable, similaire à celui de la Terre. Certains scientifiques pensent même qu'elle pourrait contenir plus d'eau que notre boule bleue. Passons maintenant à Kepler 186f, situé à environ 500 années-lumière. Il s'agit de la première planète de la taille de la Terre découverte dans la zone habitable d'une autre étoile. Elle orbite autour d'une naine rouge, un type d'étoile qui brûle moins et vit beaucoup plus longtemps que notre Soleil. Cela signifie que Kepler 186f pourrait bénéficier de conditions stables pendant des milliards d'années, laissant ainsi à la vie tout le temps nécessaire pour se former et évoluer. La planète ne reçoit qu'environ un tiers de la lumière solaire que reçoit la Terre, elle serait donc probablement plus froide, mais suffisamment chaude toutefois pour empêcher l'eau de geler. Elle semble également être une planète rocheuse, tout comme la Terre, ce qui augmente ses chances d'abriter la vie. Que diriez-vous de visiter LHS 1140b, située à environ 40 années-lumière? Cette planète a une masse environ 5,6 fois supérieure à celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle est rocheuse et qu'elle possède peut-être une atmosphère épaisse, ce qui est très important. Une telle atmosphère peut retenir la chaleur, maintenir des températures stables et empêcher l'eau de s'échapper dans l'espace. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge relativement calme. Il n'est donc pas constamment frappé par des éruptions solaires nocives comme le sont certaines autres exoplanètes. Certaines études suggèrent même que LHS 1140b pourrait être un monde océanique, avec beaucoup d'eau. C'est donc l'une des planètes les plus intéressantes que nous ayons découvertes dans notre voisinage. Enfin, nous avons Gliese 12b, que les astronomes appellent Exo-Vénus. Elle se trouve à 40 années-lumière de la Terre. Ce monde a à peu près la taille de Vénus et orbite autour d'une étoile naine rouge froide. Il lui faut un peu moins de 13 jours pour effectuer une orbite complète. La température sur la planète est d'environ 42 degrés Celsius, ce qui est assez chaud, mais tout de même acceptable pour la vie. Ce qui rend Gliese 12b si intéressante, c'est qu'elle pourrait nous aider à comprendre comment les planètes de la taille de la Terre conservent leur atmosphère autour d'étoiles froides. C'est important, car l'atmosphère est essentielle à la présence d'eau liquide et à la protection de la vie contre les rayonnements nocifs. Selon certains chercheurs, Gliese 12b est l'une de nos meilleures chances de comprendre si des planètes comme celle-ci peuvent rester habitables. 2002 et 2023 ont été des années historiques en matière de découverte de nouveaux mondes fascinants. L'année dernière, la NASA a dépassé les 5000 exoplanètes confirmées. La liste est incroyablement variée. Elle comprend des super-terres rocheuses, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, etc. Et ce n'est qu'un début. Il pourrait y avoir plus de 1000 milliards d'exoplanètes rien que dans notre galaxie. Mais la question la plus importante est de savoir combien d'entre elles sont habitables. Tu sais, pour nous, les humains, y a-t-il des planètes sur cette liste qui pourraient accueillir de la vie, ou qui pourraient même devenir notre future maison? Bien sûr qu'il y en a. Et en 2022-2023, nous en avons trouvé 5. Alors attachez vos ceintures et accrochez-vous pour un voyage mouvementé au-delà de notre système solaire. La première planète de notre liste est Wolf 1069b, une dénomination bien ennuyeuse. Je vais donc simplement la surnommer Wolfie. Car qui pourrait m'en empêcher? La NASA? Une nouvelle étude menée par 50 astronomes passionnés a confirmé quelque chose de génial. Cette exoplanète, Wolfie, située à seulement 31 années-lumière de nous, pourrait potentiellement être composée de roches. En d'autres termes, il s'agit théoriquement d'une planète habitable. L'équipe à l'origine de cette découverte a utilisé une technique appelée vitesse radiale pour détecter l'exoplanète. Cette méthode permet aux scientifiques d'étudier les mouvements des étoiles et des planètes. C'est un peu comme si on jouait au ballon avec un ami et qu'on voyait la balle se rapprocher de plus en plus au fur et à mesure qu'il la lançait. C'est un peu comme la vitesse radiale. Lorsqu'une planète se rapproche de nous, l'étoile autour de laquelle elle orbite semble aussi se rapprocher de nous. Lorsque la planète s'éloigne de nous, l'étoile a également l'air plus lointaine. Les scientifiques peuvent utiliser ces informations pour déterminer ce que fait la planète et quelle est sa taille. C'est ainsi qu'ils ont trouvé Wolfie. On estime que cette exoplanète a la taille de la Terre et qu'elle a une masse égale à 1,5 fois celle de notre planète. Elle est en orbite autour d'une étoile naine rouge que j'appellerais Wolfie's Mama. Mais c'est là que le bas blesse. Wolfie orbite dans la zone habitable de son étoile, ce qui signifie qu'il s'agit d'un candidat idéal pour la présence d'eau sous forme liquide à sa surface. C'est comme si nous avions touché le jackpot exoplanétaire. Waouh, j'aimerais bien avoir acheté un ticket.
Cette étude estime que si Wolfie possède une atmosphère semblable à celle de la Terre, les températures pourraient atteindre 12 degrés Celsius, ce qui signifierait que de l'eau liquide pourrait s'accumuler sur le côté jour de la planète. Mais voici le hic. L'exoplanète est verrouillée par son étoile, ce qui signifie que c'est toujours le même côté qui fait face. Imaginons qu'un côté de la planète soit toujours baigné dans la chaleur de son étoile, tandis que l'autre est éternellement dans l'obscurité. Comme au collège, je plaisante. L'équipe à l'origine de cette découverte estime qu'il s'agit de la meilleure candidate pour des recherches plus approfondies. Mais il faudra probablement attendre encore 10 ans pour obtenir des réponses. D'ici là, nous devrons continuer à scruter le ciel avec nos télescopes et en croisant les doigts. La planète suivante est TOI 700e. Comment lui trouver un bon surnom? La NASA vient de découvrir une nouvelle planète qui devrait prendre la galaxie d'assaut. Ou plutôt en orbite. Je la surnommerai Toys Were Us. Elle fait presque la taille de la Terre, contient très probablement de l'eau liquide à sa surface et n'est qu'à 100 années-lumière de nous. Il ne s'agit pas d'un simple trajet en voiture, bien sûr, mais elle est assez proche dans le grand ordre des choses. Toys Were Us est la 4e planète de son système et a une orbite un peu courte. 28 jours seulement pour faire le tour de son étoile. Au moins, tu auras un anniversaire tous les mois. Hurrah! Cette fois, la découverte a été faite en utilisant la méthode dite du transit. Les planètes elles-mêmes sont incroyablement petites et difficiles à détecter. Mais lorsqu'une planète se trouve devant l'étoile, elle bloque une partie de la lumière qu'elle émet, ce qui la fait paraître un peu moins brillante. Dès que la planète s'éloigne, l'étoile retrouve sa luminosité. Pour trouver une planète, les scientifiques observent donc très attentivement si la luminosité change. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a probablement une planète qui joue à cache-cache avec nous. C'est ainsi qu'ils ont découvert Toys Were Us. On la doit à la mission TESS. Elle a également détecté 66 nouvelles exoplanètes et 2100 autres candidats attendent d'être confirmés. TESS a produit des images de 75% de la voûte céleste. C'est ce qu'on appelle de l'efficacité. Toys Were Us est située dans la zone habitable optimale, entre les planètes C et D. Mais elle pourrait être verrouillée, tout comme Wolfie. Il se peut donc que nous devions nous contenter d'un monde aquatique à une seule face. La découverte de Toys Were Us est une piste prometteuse pour les futures observations de suivi. Et elle démontre le potentiel de TESS à trouver des exoplanètes encore plus petites à l'avenir. Qui sait, peut-être découvrira-t-on un jour un nouveau foyer pour notre espèce parmi les étoiles, ou du moins un nouveau lieu de vacances. Ensuite, nous avons des jumelles, GJ1002b et GJ1002c. Cette galaxie vient de se rapprocher un peu plus de nous avec la découverte de 2 exoplanètes, que je surnommerai Hansel et Gretel, qui se trouvent à quelques encablures de notre système solaire. En effet, ces 2 planètes semblables à la Terre sont situées à moins de 16 années-lumière, ce qui représente un saut de puce pour l'espace. À titre de comparaison, Proxima Centauri B est l'exoplanète de masse terrestre la plus proche, à 4,2 années-lumière. Ces 2 nouvelles voisines sont donc parmi les plus proches de nous. Elles sont toutes 2 en orbite autour d'une étoile naine rouge dont la masse équivaut à peine à 1/8 de celle du Soleil. Elle est plutôt froide et peu lumineuse, mais ce n'est pas grave car les 2 planètes en sont très proches. Hansel met 10 jours à tourner autour de son étoile, tandis que Gretel met un peu plus de 21 jours. Encore des anniversaires en plus, j'imagine. La découverte a été faite par une équipe scientifique internationale et n'a pas été une mince affaire. L'équipe a dû travailler avec 2 instruments, Espresso et Carmenes. Le résultat? Un café latte? Non. Ce qu'ils ont obtenu, ce sont des mesures si précises que l'on peut pratiquement compter le nombre de cratères à la surface des planètes. En effet, les planètes sont situées dans la zone habitable de leur étoile et ont une taille parfaite, ce qui en fait des candidates idéales pour de futures études sur l'atmosphère. Le principal responsable de l'étude a déclaré « La nature semble vouloir nous montrer que les planètes semblables à la Terre sont très répandues. Grâce à ces 2 planètes, nous en connaissons désormais 7 dans des systèmes planétaires très proches du Soleil. Qui aurait cru que nos voisins pouvaient être si accueillants ?» En conclusion, la découverte de Hansel et Gretel est un pas de géant pour l'humanité. Alors, levons tous nos verres de H2O, ou de ce que l'on boit sur les exoplanètes, et célébrons-la. La dernière planète de notre liste est LP-890-9C. Je l'appellerai Bob. Cette super-Terre, située à environ 98 années-lumière, est 40% plus grande que notre planète. De plus, elle a une jumelle, que je surnommerai Ray, qui est jusqu'à 65% plus grande que la Terre. Plus on a d'espace, et mieux c'est, non ?
Les deux planètes sont en orbite autour de l'étoile naine rouge. Malheureusement, Ray est très chaude au toucher, avec une température estimée à 123 degrés Celsius. Gaffe à tes mains donc. Son frère, Bob, est situé dans la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat de choix pour l'apparition de la vie. Mais n'oublions pas que la température réelle des planètes dépend de leur atmosphère. Il est possible que Bob, la planète la plus éloignée, soit victime d'un emballement de l'effet de serre, ce qui la ferait ressembler davantage à Vénus qu'à la Terre. Elle pourrait donc être trop chaude pour être habitable. Mais ne perdons pas espoir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021, est sur les rangs. Grâce à sa technologie de pointe et à ses puissants instruments, dont des spectrographes, il peut scruter l'atmosphère des exoplanètes et révéler celles qui pourraient être habitables. Voyons ce qu'il va découvrir. Cette planète a été classée comme la deuxième planète terrestre à zone habitable la plus favorable. Elle figure désormais sur la liste des 7 autres planètes semblables à la Terre, toutes situées à environ 40 années-lumière de nous. Peut-être deviendront-elles nos nouvelles habitations dans le futur? Oui, je sais que nous pourrions déjà prendre soin de la maison que nous avons actuellement, mais d'ici là, il faut profiter de ce moment et célébrer toutes ces découvertes. Qui sait combien de planètes nous trouverons encore à l'avenir, compte tenu des progrès technologiques réalisés chaque année? Des milliers? Des millions? Pendant ce temps, Bob et Ray, Hansel et Gretel, Toys R Us, Wolfie et sa maman, tous seront là à nous attendre. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts.
Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté ? Et qu'elle avait aussi des anneaux ? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ -11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas, ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique.
Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser ? Et si oui, comment faire ? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin ? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète. Soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations,
ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MN Earth le 24 juin 2024.
La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-Terres ont été détectés grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire, depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile haute est un peu moins lumineuse, 80% de notre Soleil. Toit 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau.
Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super Terre? Le temps le dira. JJ 1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ 1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux U8 Charlie de l'espace. Certains l'appellent Planète 9, tandis que d'autres préfèrent Planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète.
parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire, y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9. Un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois, des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres
équipée de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire, jusqu'au-delà de Neptune, et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée, propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète Dix. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète Dix est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète Dix pourrait finir par être classée comme une autre planète naine.